Amis youtubeurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce qui va être un coup de gueule. Je ne vous ferai pas le mensonge de vous dire qu'il va être court car il prendra le temps qu'il faut, de par l'importance qu'il mérite, du moins à mes yeux, dans la mesure où il concerne la façon dont le gouvernement, au sens large, après avoir envoyé les soignants au front, certes salués et applaudis, mais équipés avec des sacs poubelles, envoie maintenant certains de nos entrepreneurs au combat, comme nos généraux envoyaient nos poilus à la mitraille avec des pantalons rouges. Certes, avec une double ration de schnapps avant, mais le résultat était le même en finale, on a perdu une jeunesse. Donc ce coup de gueule a pour finalité, avant tout, de rappeler qu'en tant qu'individu, parent, entrepreneur, votre premier devoir est de survivre. Survivre à cette crise économique qui fait suite à la crise sanitaire et qui en est en quelque sorte un collatéral, et survivre pour rebondir et survivre y compris en vous éjectant pour mieux repartir et rebondir plutôt que de persister et aller dans le mur. Or, les discours officiels que j'entends aujourd'hui, les discours actuels de nos ministres déguisés en chefs de guerre, utilisent tous les artifices psychologiques et matériels de la manipulation, tendant, à mon avis, à mon humble avis, à vous envoyer sur le front à n'importe quel prix, tels que les poilus et leurs pantalons rouges en 14. Donc derrière ce titre volontairement provocateur de par son aspect un peu trop généralisateur, il ne s'agit pas d'un discours défaitiste, pétainiste, gauchiste ou révolutionnaire, mais de celui, à mon avis, du bon sens et de l'expérience, issu directement de ce livre « Osez ne pas perdre votre vie à essayer de la gagner ». Et donc, je fais ça de façon tout à fait sereine et en paix avec moi-même, car en termes de combat et d'entrepreneuriat, j'estime que mon CV et la légitimité pour tenir de tels propos qui vont suivre et qui me vaudront forcément une flopée d'attaques, de critiques dont je me fiche éperdument. Et si à la fin de ce sujet, j'ai sauvé au moins un entrepreneur de la loi des 4D, eh bien ma foi, je n'aurais pas perdu mon temps et le bilan. Je pourrais considérer que le bilan est positif. Alors, mais le discours du concernant Agile 4.0, c'est celui de l'évitement, celui du refus d'un combat inutile, d'un combat de trop, le refus du non-sens afin de se préserver des forces pour rebondir, muter pour des victoires qui, elles, seront un peu plus atteignables. C'est se préserver plutôt que d'aller se mettre dans une impasse qui existait déjà peut-être auparavant, avant cette crise sanitaire qui est devenue une crise économique et qui débouchera probablement sur une crise sociale, probablement et malheureusement sur une crise sociale, car toutes les crises ne sont que des déclencheurs, des catalyseurs et des accélérateurs. Mais si votre entreprise ou si votre vie perso n'était pas forcément au top avant la crise, il y a peu de chances qu'elle le soit après. Donc, c'est le discours qui consiste à refuser un combat décidé comme en 14 par de brillants généraux qui sortaient tous des meilleures écoles avec soi-disant la stratégie offensive du moment, les meilleures formations et qui ont envoyé une jeunesse à la mitraille servir de cible en réponse à leur incompétence et surtout à leur impréparation. Je sais que cette comparaison entre la guerre de 14 et ce qu'on vient de vivre est certainement décalée, disproportionnée, voire choquante, mais elle a pour but d'attirer votre attention sur les risques personnels que vous encourez. Eh bien, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes prétendus élites qui ont envoyé nos médecins et infirmiers libéraux sans la moindre protection pour combler les mêmes incompétences et les mêmes imprépaраtions qui se sont traduits par l'absence de masques et en gros de tout. Donc,
On était dans la situation où la 6e puissance mondiale, je ne sais pas trop ce que ça veut dire 6e puissance mondiale, mais on prétend l'être, la 6e puissance mondiale a non pas réquisitionné les taxis de la Marne, mais les couturières de tous les villages de France pour essayer de protéger nos soignants, comme il a fallu protéger nos poilus. Quand on regarde les chiffres, tant ceux donnés par SOS Médecins que ceux donnés par l'Ordre des médecins libéraux, quand on regarde les chiffres de ces médecins et de ces soignants qui ont été contaminés, on s'aperçoit que les mêmes causes produisent les mêmes effets en 2014 comme en 2020 pour des problématiques pourtant différentes. Eh bien, aujourd'hui, ce sont les mêmes prétendus sachants dont aucun n'a jamais mis les mains dans le cambouis, si ce n'est pendant le stage ouvrier de Sciences Po, qu'ils ont probablement dû faire chez un copain de papa, qui prétendent envoyer nos entrepreneurs au feu, sans gilet pare-balles, sans gilet pare-balles, ou du moins avec des prêts, des aides, et ainsi de suite. Qui peut prétendre qu'envoyer des entrepreneurs mal équipés mener un combat perdu d'avance ne fera pas des morts supplémentaires? Je ne critique pas ici les mesures financières qui ont été prises par le gouvernement, mais qui ont été prises une fois que le mal était fait. À ce jour, BPI, donc la banque, on va dire, nationale, a débloqué et a distribué, entre guillemets, 100 milliards d'euros de prêts garantis par l'État pour 500 000 entreprises en un temps, et ceci en un temps assez record. Alors, je ne dis pas ici que le devoir du dirigeant n'est pas de se battre pour son entreprise, les emplois et les familles que cela permet de faire vivre. Ça fait même partie de l'ADN de l'entrepreneur. Je dis simplement que ce n'est pas en sonnant la charge générale au clairon, dans des discours plus ou moins tendancieux, voire faux, de la part de nos généraux qui acceptent, comme dans tout combat, dès à présent, un pourcentage de pertes qui va générer des drames humains avant d'être économiques. Donc, bien évidemment, ce qui vaut pour une PMU sous-traitante d'Airbus, par exemple, qui bénéficiera forcément d'un plan d'aide, on va dire, plus généralisé, ne vaut pas pour une start-up technologique qui, elle, méritera l'attention de fonds d'investissement américains ou chinois, et ce qui est forcément différent de la TPE locale, classique, dont le dirigeant risque de se retrouver seul face à des décisions qu'il devra, lui, assumer. Alors, quant aux leçons de patriotisme que je pourrais recevoir ou que certains de ces dirigeants qui décident de ne pas mener le combat pourraient recevoir, leçons de patriotisme données par des énarques élevés hors sol, généralement, qui nous ont prouvé par le double scandale des masques, c'est-à-dire le premier, l'absence, mais là, on en est à la saison 2, qui a consisté à entraîner un tas d'industries du textile dans la fabrication de masques. Certaines se sont équipées en outils, en personnel, pour répondre à l'appel de nos gouvernements, qui n'ont rien trouvé de mieux que de stopper purement et simplement les commandes, voire de les annuler pour les remplacer par du matériel vietnamien. Or, sauf avoir rêvé Dien Bien Phu et le sacrifice de nos anciens, à ma connaissance, aujourd'hui, le Vietnam n'est pas une province française. Donc, les discours de nationalisme et de patriotisme économique, qui sont d'ailleurs tenus par les mêmes qui ont procédé au solde de notre outil industriel, allant d'Arcelor à Alstom. Donc, à peine après 15 jours le déconfinement, on a vu des commandes de masques purement et simplement annulées. Et bien entendu, aucun de ces crânes d'œufs n'a eu l'idée de se dire on a pris des engagements, on va les tenir, on va acheter ces masques dans les conditions initiales aux entreprises qui les ont fabriqués et on va ainsi reconstituer
le stock stratégique qui s'était comme par hasard évaporé ou dont on avait même brûlé certains masques périmés dans une logique administrative typiquement verticale. Eh bien, donc, avant de vous jeter sur tous ces prêts garantis, aidés et autres, je pense qu'il y a quelques questions à vous poser. Et d'autant plus quand je vois des entrepreneurs qui réinjectent de l'argent personnel, qui mettent leur maison en garantie quand l'État n'a pas apporté la garantie au prêt, pour essayer de gagner un peu de temps. Ça pose une question sur la valeur de la parole de l'État. Et si vous avez des doutes, vous pouvez poser cette question aux entrepreneurs et aux 30 000 salariés de l'industrie photovoltaïque que le décret de décembre 2010 a tout simplement mis à la porte. On est exactement dans la même logique. Donc pour en finir avec nos élus de tous bords et la technostructure qui au passage nous coûte 10% de frais de fonctionnement et 10% qu'on retrouve dans nos prix de revient par rapport à l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos élus ayant un tel comportement et une telle incapacité à décider en mode anticipation et vision, voire gestion de crise? D'ailleurs, on n'a même pas de ministre de l'Industrie, pas plus qu'on n'a plus de plan, on n'a plus de vision, on avance au rythme de la mondialisation. Et donc, comme disait je crois que c'est Jacques Chirac qui disait ça, un fin politicien, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et on trouve ce genre de promesses et cette décorrélation par rapport à la réalité économique à tous les niveaux. Donc non, messieurs les entrepreneurs, vous n'êtes pas obligés d'obéir à un ordre idiot, surtout quand il s'agit de sortir de la tranchée avec un pantalon rouge pour gagner 30 mètres de terrain ou éventuellement 3 mois d'activité que l'ennemi vous reprendra en doublant vos pertes. Voilà ce qui me concerne, ma vision. Il y avait quelques années, j'avais déjà déblatéré sur le sujet dans un article que vous retrouverez sur le site Zenlist et qui s'appelait « Du devoir de désobéissance économique et entrepreneuriale à la guérilla économique », où j'y disais, je cite, « Nous avons passé le temps de la prise de conscience, celui de l'éclairage et de la dénonciation, est venu le temps de l'action. Il nous faut dorénavant choisir et préparer le futur pour qu'il en reste un, et je pense qu'aujourd'hui c'est au goût du jour, choisir entre Londres et Vichy, parce que le bateau coule à plat et l'orchestre continue de jouer comme si de rien n'était. Si on ne veut pas couler avec le bateau, il nous faut changer de bateau. » Ça, c'était il y a 4-5 ans. Or, le propre d'une crise ou d'un changement de paradigme tel que celui que nous vivons en ce moment, est que pendant la crise ou en sortie de crise, on a tendance à vouloir se rattraper et se raccrocher à ses croyances, à ses repères et à traiter la problématique avec le logiciel d'avant la crise. Or, justement, en sortie de crise, il n'y a plus de repères, ou du moins tous les repères se sont effacés ou ont disparu, et le logiciel ne fonctionne plus, et on a erreur 404 ou je ne sais quoi d'affiché. Donc, après, c'est pas forcément mieux qu'avant, c'est pas forcément pire non plus, mais c'est différent et ça ne marche pas de la même façon. Donc, au vu de ce que nous avons pu constater pendant cette crise et à ce moment où on semble en sortir, j'ai quand même du mal à croire les apôtres d'un monde d'après, du jour d'après, comme on nous parle, plus écologique, plus ouvert ou collaboratif. Je crains simplement que ce monde d'après soit exactement comme celui d'avant, peut-être en un peu plus dur et un peu plus rugueux, voire individualiste. Donc,
Ce que je vous propose, c'est de faire un point économique de la situation que je vais survoler. Encore une fois, tout est documenté et bien plus long dans la version papier que vous trouverez sur Zenlist. Je vais faire un point de la situation économique pour que vous puissiez vous repérer la position de votre entreprise dans cet environnement global. Et donc, au-delà des 2 milliards d'argent public, au-delà des milliards, excusez-moi, d'argent public, je ne sais même plus à combien on en est, mais de toute façon on ne les a pas dépensés. Et donc Thierry Breton, le commissaire européen, a rappelé aux doux rêveurs adeptes de la dette perpétuelle qu'un prêt avait avant tout pour vocation à être remboursé, y compris par nos petits-enfants. À bon attendeur, salut. Donc, pour ce tour d'horizon économique, je vais m'appuyer sur les propos de Christian Saint-Étienne, qui est un économiste et qui intervenait lors d'une émission de BFM sur le thème du chômage, comment stopper l'hémorragie. Alors, je sais que les économistes sont des gens qui ont la capacité à vous expliquer pourquoi ils avaient raison en se trompant il y a ne serait-ce que 3 mois dans leur diagnostic. Mais ce professeur d'économie au CNAM, et qui est un ex-membre du comité d'analyse économique, est un peu iconoclaste, contrarien, il ne plaît pas à tout le monde, mais il bâtit toujours ses analyses sur des constatations cliniques afin de trouver le meilleur traitement pour soigner le malade. Je ne dis pas que c'est le docteur Raoul de l'économie, mais globalement, il regarde, il analyse, il regarde ce qu'il a sur l'étagère comme médicaments et il les applique. Et Christian Saint-Étienne estime qu'une entreprise sur 7 va disparaître et que 2 sur 7 vont être en suractivité parce qu'ils sont sur le bon segment. Le problème, et qu'on constate tous les jours, c'est qu'en France, on a la mauvaise habitude de punir ceux qui réussissent. Alors on les punit par des taxes qu'on nomme toujours avec des noms doux. On les punit par des taxes pour aider les entreprises qui vont moins bien. Et donc, contrairement aux pays anglo-saxons qui ont d'un autre côté des défauts, hein, tout comme l'Allemagne, hein, ce n'est pas forcément un modèle à copier, mais on laisse la possibilité aux meilleurs de se développer et on n'est pas dans une logique idéologique d'égalisation par le bas. C'est aussi comme ça que procède la nature. Et si je regarde chez moi, là où les oiseaux nichent, là où il devrait y avoir des cache-moineaux qui sont à refaire, régulièrement, il y a des oisillons qui tombent ou qui se font virer du nid parce que la mère estime qu'ils vont être trop faibles pour survivre et que la part de nourriture qu'ils vont prendre au détriment de leurs frangins qui, eux, seront un peu plus à même d'affronter la vie, quelque part, il vaut mieux les sortir tout de suite. Eh bien, ma foi, ça peut paraître trivial, ce que je vais vous dire, mais comparer la gestion économique aux oisillons, ça me paraît pas si idiot comme mimétisme. Et d'après Christian Saint-Étienne, la façon dont l'État va traiter ce problème de sélection naturelle et donc de différenciation, ça va impacter à plus ou moins 1 million le taux de chômage et donc cette hémorragie du chômage qui était le sujet de l'émission BFM. Alors, certes, ce que je vous dis, c'est de l'économie, c'est chiant, mais si j'en parle ici, c'est parce que si vous êtes sur un marché avec des concurrents allemands, cela devrait peser dans votre prise de décision qui va consister à savoir si vous continuez malgré tout à vous battre et à courir un 100 mètres avec les chaussures de plomb que l'État vous a mis aux pieds, ou bien si vous déposez le bilan avant de vous ruiner et de vous ruiner à tous les sens du terme. De même, pour revenir à une entreprise sur 7 qui vont disparaître ou aux 2 sur 7 qui vont être en suractivité, ce sont vos capacités à muter, à vous adapter et votre positionnement par rapport aux autres qui devraient
uniquement influencer votre décision de continuer, de persévérer, de vous transformer et de vous battre, ou bien de tout plier pour mieux recommencer autre chose à côté. Quant à la réindustrialisation de la France, qui est un autre sujet à la mode et qui sera traité dans un zoom à suivre que je vais nommer la démondialisation mon œil, là aussi, faudrait-il encore que l'on investisse sur des domaines d'avenir que sont l'intelligence artificielle, la robotique, les nouvelles technologies, mais aussi l'agroalimentaire, parce qu'un jour, peut-être que ça sera compliqué de devoir importer nos denrées alimentaires de l'étranger, comme nos médicaments. Et donc, on devrait se concentrer sur des secteurs stratégiques et vitaux. Et malheureusement, une fois de plus, en France, on a tendance à aider les filières qui existent actuellement, y compris celles qui sont déclinantes, mais qui ont des lobbies. Je pense qu'aucun secteur n'est condamné à l'avance. Par contre, les entreprises, en tant qu'entité, si le management n'est pas à la hauteur de la mutation qui les attend et de la souplesse qui va être nécessaire pour accompagner cette mutation, si les fonds propres et la trésorerie ne sont pas présents, si le numérique n'a déjà pas pris la place qu'il doit prendre dans une entreprise, en sachant qu'en France, il n'y a que 16% des entreprises qui vendent en ligne. Si le niveau de formation et d'adaptabilité du personnel n'a pas été mis à niveau régulièrement, et bien globalement, elle comptera toutes les chances de compter parmi les 20 000 faillites supplémentaires qui sont attendues. Donc, après l'erreur qui consistait à écouter éventuellement nos politiciens, le pire serait d'espérer bêtement que la situation va s'arranger d'elle-même, que les choses vont retourner, que la situation va se retourner, que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes ou que l'État va voler à votre secours. La première des choses à faire, c'est faire le point, comme en navigation, c'est-à-dire savoir d'où je viens, où je suis, où je vais. Malheureusement, en tant qu'entrepreneur, mais quelle que soit la taille de l'entreprise, vous êtes le plus mal placé pour réaliser ce qu'on appelle ni plus ni moins qu'un audit. Et donc, il va vous falloir vous trouver quelqu'un capable de vous accompagner sur cet aspect technique, mais quelqu'un qui ne soit pas un junior sorti à peine d'HEC et qui vous est vendu par un grand cabinet, qui vous est vendu souvent fort cher par un grand cabinet. Il va vous falloir trouver un guerrier habitué aux ruptures, aux crises et qui n'aura pas peur de vous dire les choses en face au risque de perdre un client. La mission principale en temps de paix s'ajoutera en mode combat, celle de décider et de porter seul la responsabilité que vous allez prendre. C'est la solitude du dirigeant d'entreprise, comme la solitude du gardien de but, qui est souvent deux choses mises en parallèle. Et si vous êtes amené, et vous allez être amené à prendre des décisions difficiles, lourdes de conséquences, vous allez devoir le faire dans les meilleures conditions éthiques, sociales, d'équité et psychologiques. Alors concernant l'aspect pratique du dépôt de bilan propre pour éviter les grosses erreurs qui vous empêcheraient de rebondir, en plus des risques juridiques que vous pourriez être amené à prendre, des risques juridiques qui iraient au-delà de la perte du capital que vous auriez mis dans votre SARL, ainsi que les astuces pour pouvoir anticiper par la gestion intelligente des immobilisations la vente aux enchères qui suivrait un éventuel dépôt de bilan, ou également pour aborder le sujet de l'attrait du statut d'auto-entrepreneur pour les artisans que j'intègre totalement dans l'ensemble de ce discours. Tout ça tout cela est traité dans la version longue qui est la version papier que vous trouverez sur le site zenlist.fr. Donc, après avoir analysé honnêtement et intègrement, c'est-à-dire sans vous mentir et en laissant de côté votre ego, vous allez être confronté à un choix. Un choix qui va consister à soit vous estimer que vous avez toutes les armes pour aller vous battre,
et qu'il vous reste l'agnac, surtout le jus, ça c'est important, puisque encore une fois, l'entreprise est à l'image de son dirigeant. Dans ce cas, foncez, adaptez, réformez, transformez, changez de process, d'organisation, de secteur, de métier, de pays, et surtout, continuez à créer de la valeur ajoutée pour vous, pour votre environnement et votre écosystème. Soit vous estimez que c'est plié, pour un tas de raisons que vous n'avez pas justifiées. Et dans ce cas-là, n'essayez pas de gagner du temps, ne refusez pas l'obstacle, au contraire, anticipez, préparez-vous à l'atterrissage, n'écoutez pas les sirènes des conseilleurs qui ne seront pas les payeurs, puisque de toute façon, d'ici là, ils seront maires du Havre, de Tourcoing ou recyclés probablement dans un coin chaud de notre République. Par contre, le seul et unique conseil que je vais me permettre dans cet entretien, c'est de ne pas rester seul. Les décisions que vous allez devoir prendre et assumer vont être lourdes, le passage est difficile et étroit. Honnêtement, c'est psychologiquement lourd à porter. Et donc, ne ruminez pas seul jour et nuit, en trichant ou en vous faisant aider avec des cachets pour le jour et des cachets pour la nuit. Ça n'arrange rien, ça ne fait qu'aggraver. Et donc, il y a une association qui s'appelle APESA, qui travaille entre autres avec Harmonie, les chambres des métiers et de commerce, et qui vient de faire l'objet d'un plan d'aide gouvernementale pour les entrepreneurs qui passent ces moments difficiles. Difficiles et qui peuvent mener à ce que j'appelle la règle des 4D, comme dépôt de bilan, divorce, dépression et malheureusement décès, puisque le nombre de tentatives de suicide de la part des entrepreneurs qui ont déposé le bilan est important. Mais cette règle, on peut y rentrer malheureusement par n'importe quel dé. On peut commencer par divorce ou dépression pour finir à dépôt de bilan. Et elle concerne également tous les cadres et travailleurs qui sont en situation de burn-out. Donc, déposer le bilan n'est plus, comme à l'époque de la faillite, être la honte du village, comme au siècle dernier. Au contraire, pour moi, c'est un signe de bon sens, d'intelligence et de courage. Donc, si vous possédez la souplesse et l'agilité du contournant 4.0, il y a des chemins vers une autre vie, surtout à un moment où, pour rappel, alors ça va ressembler à une liste à l'après-vert, mais et c'est pas du défaitisme non plus, mais 11% du PIB qu'on vient de perdre, c'est 200 milliards de moins en plus des autres. On vient d'effacer 10 ans de croissance péniblement acquis. C'est la pire crise depuis 1945, même si aujourd'hui, la différence, c'est que les outils de production sont toujours debout. La dette est devenue monstrueuse. Le chômage va mécaniquement augmenter de 3 à 6%. Le pouvoir d'achat va, lui, baisser de façon tout aussi mécanique. La situation politique, géopolitique, aujourd'hui, est axée par une guerre froide, est axée autour d'une guerre froide entre la Chine et les États-Unis. La crise des gilets jaunes va muter comme le virus pour une toute autre forme où tout est possible et les rues peuvent à nouveau s'enflammer très rapidement. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aux États-Unis. Et encore une fois, comme dans une crise, comme dans toute crise, souvent l'étincelle est totalement indépendante du sujet traité. Donc la crise sociétale qui a commencé il y a bien des années servira à elle de catalyseur. Catalyseur que les incendiaires et manipulateurs de tous bords ne manqueront pas d'utiliser. Pour rappel, le terrorisme est à moins de 2 heures de Paris quand il n'est pas dans Paris. Et donc, devant ce tableau, mais qui est encore une fois qui n'est qu'un constat, il y a donc peut-être mieux à faire que d'aller rejoindre les tranchées avec un pantalon rouge sous les ordres des hologrammes qui nous servent de dirigeants. Pas plus que pour la gloire ou la victoire des armes de la France. C'est pas comme ça que vous allez lui rendre service. Donc, ceci n'était en rien une séance de conseil,
C'est juste un constat face à ce qui ressemble à une manipulation des masses à la Gustave Le Bon, vous savez, la psychologie des foules. Je pense qu'on est en plein dedans et que nos dirigeants et communicants spécialisés, sauf peut-être la chargée de com du gouvernement qui n'a pas dû tout lire ou qui était absente ce jour-là, sont en train d'organiser ce que j'appelle une manipulation de masse, dont ils n'auront pas, eux, à assumer les conséquences. Donc, ne vous laissez pas piéger, y compris par votre ego. Préservez-vous, la vie est belle, le pire n'est jamais sûr, et sortez couverts et masqués en ce moment. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si j'ai aidé un seul des quelques centaines de youtubeurs qui me font l'honneur de me suivre sur ces vidéos, eh bien ma foi, l'effort n'aura pas été vain et je n'aurai pas perdu mon temps. Merci de votre attention, merci de votre confiance, merci de vos likes et autres pouces en l'air et qui font plaisir. Et surtout, n'oubliez pas la version papier de The Zenlist où vous avez tout ce que je viens de dire avec forcément un peu de supplément et la méthode. Merci, à bientôt sur nos lignes.